Alors, je vous remercie d'avoir bravé le coronavirus. Dans les journées du patrimoine, c'est plusieurs fois que le cercle participe. Cette année, on a failli ne pas participer puisque nous avions prévu d'organiser notre week-end de la liberté. Et malheureusement, pour les raisons sanitaires, nous avons préféré annuler, ce qui a fait que nous avons été disponibles pour organiser cet événement. Et c'est Gérard Dupuis qui s'est chargé de toute l'organisation. Alors le thème que nous avons choisi, c'est Bastia et la jeunesse. Bastia est né à Bayonne, c'est un économiste du 19e siècle. Il est né à Bayonne en 1801, rue Victor Hugo. À la fin, en fait, c'est un économiste dont la carrière d'économiste est assez tardive. Ce sont les dernières années de sa vie, à partir de 1846 environ, qu'il commence à publier. Sa dernière œuvre, ça s'appelle Les harmonies économiques. Et l'introduction des harmonies économiques, c'est à la jeunesse française. Les harmonies économiques, il a écrit en 1850, il considérait ça comme l'achèvement de ses travaux, l'achèvement de son œuvre. Il était atteint de tuberculose, il le savait, et il voulait absolument terminer cette œuvre. Malheureusement, il n'a pas pu, et les harmonies économiques ont été publiées après son décès, et elles ont été terminées à partir de ces brouillons. Donc quand on les lit, on sent qu'il y a une différence de style entre les œuvres qu'il a faites au début de sa carrière, comme ses pamphlets, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ou les sophismes, et les harmonies économiques. Alors c'est très, je trouve assez, comment ça s'appelle, émouvant qu'il ait dédié sa dernière œuvre à la jeunesse française. C'est un message qu'il a voulu envoyer, et on va voir. Je vais essayer de vous présenter le message qu'il a voulu délivrer. Alors c'est un message qui est très d'actualité puisque c'est un message de liberté. Actuellement, avec ce que nous avons vécu, notre liberté a été mise à mal. Donc on va regarder tout ça. Bastia dit « La liberté n'a qu'une forme. La contrainte peut se manifester au contraire par des formes et selon des vues infinies. Tous les intérêts sont harmoniques. Il ne faut pas étendre artificiellement la solidarité de manière à détruire la responsabilité. En d'autres termes, il faut respecter la liberté. Ça, c'est l'introduction, les premières phrases qu'il y a dans les harmonies économiques. Tous les intérêts légitimes sont harmoniques, à condition qu'ils respectent les droits naturels, individuels de chacun. Ça, c'est la base de la philosophie. Les droits naturels, il y en a 3. Il dit personnalité, liberté, propriété, voilà l'homme. Ce n'est pas parce que les hommes ont édicté des lois que la personnalité, la liberté, la propriété existent. C'est parce que la personnalité, la liberté, la propriété existent que les hommes font des lois. Ça, c'est la base. Sa définition de la liberté est la suivante. La propriété, le droit de jouir de son travail, le droit de travailler, de se développer, d'exercer ses facultés comme on l'entend, sans que l'État intervienne autrement que par son action protectrice, c'est la liberté. Il est évident que la concurrence, c'est la liberté. Détruire la liberté d'agir, c'est détruire la possibilité et par la suite la faculté de choisir, de juger, de comparer. C'est tuer l'intelligence, c'est tuer la pensée, c'est tuer l'homme. Il définit la propriété de la manière suivante. Ce n'est pas du tout la propriété foncière à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. J'entends pour propriété le droit que le travailleur sur la valeur qu'il crée par son travail. Il y a plus ou moins important, propriété, droit et puis valeur. C'est la valeur qui a été créée. Alors si on se penche sur le sens de la valeur que donne par Bastia, il faudrait une nouvelle conférence. Donc je saute et je vous donnerai rendez-vous plus tard. La personnalité. Alors pour Bastia, la personnalité, c'est que chaque être humain est un être unique. Il est responsable de ses actes, il est acteur de sa vie, et c'est lui qui décide de son projet de vie. Ce n'est pas un rouage dans une mécanique sociale interchangeable et avec lequel un gouvernement ou une autorité centrale peut jouer selon sa volonté. C'est pas ça.
Les droits naturels dont je vous ai parlé impliquent deux choses très intéressantes, très importantes. D'abord, la responsabilité individuelle. Ça veut dire que tout individu libre doit assumer la responsabilité et les conséquences de ses actes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et il ajoute, bonjour Alain, et il ajoute, la responsabilité, c'est l'enchaînement naturel qui existe relativement à l'être agissant entre ses actes et ses conséquences. C'est un système complet de peine et de récompense. Elle a évidemment pour objet de restreindre le nombre des actions funestes et de multiplier celui des actions utiles. Après la responsabilité, le respect des droits naturels implique la liberté des échanges. Je recite, « L'échange est un droit naturel comme la propriété. Tout citoyen qui a créé ou acquis un produit doit avoir l'option ou de l'appliquer immédiatement à son usage ou de le céder à quiconque sur la surface du globe. Quiconque consent lui donner en échange l'objet de ses désirs. Le priver de cette faculté, quand il n'en fait aucun usage contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et uniquement pour satisfaire la convenance de notre citoyen, c'est légitimer la spoliation et c'est blesser la loi de justice. » Donc, pour Bastiat, son message essentiel à la jeunesse française, c'est « tous les intérêts sont harmoniques. Il faut respecter les droits naturels. » Pourquoi est-ce qu'il y a harmonie? Il y a harmonie parce que il n'y a pas de contrainte. Ça veut dire que chaque personne est libre d'agir selon sa volonté et selon son choix. La personne est respectée en tant que personnalité unique. Son projet de vie est respecté et la variété de l'espèce humaine est respectée. Ça veut dire que dans un échange libre, à partir du moment où l'on considère que n'importe quel individu sur la planète est libre, propriétaire, unique et responsable de sa vie, les individus se respectent les uns les autres. On ne cherche pas l'unanimité, on ne cherche pas à convaincre la population d'adopter nos idées. On peut chercher à les convaincre, mais on ne cherche pas à les contraindre à adopter notre point de vue. Si vous voulez savoir ou si vous voulez comprendre de manière très simple l'intérêt de la vraie nature de la liberté et l'harmonie engendrée par la liberté des échanges, je vous conseille de regarder une vidéo sur Internet. C'est Milton Friedman qui l'a faite et ça s'appelle Le crayon jaune. C'est très facile à trouver. Alors, il est en anglais mais sous-titré en français. Vous avez tous les éléments pour comprendre pourquoi la liberté, la propriété, la responsabilité, le libre-échange font travailler ensemble vers un but commun, mais que tout le monde ignore, des individus différents, de religions différentes, de pensées différentes, d'idées différentes, de races différentes, qui auraient toutes les raisons de se taper dessus, sauf qu'ils ne se tapent pas dessus par le miracle de la liberté des échanges et du respect des droits naturels. Pour Frédéric Bastiat, l'homme est un animal social. Si l'homme vivait dans un complet isolement, l'humanité n'en serait pas là. C'est-à-dire que si les hommes n'avaient jamais échangé quoi que ce soit, nous en serions encore dans un état d'homme préhistorique peut-être. Et le plus probable, c'est que l'humanité aurait disparu parce que nous avons eu affaire à des prédateurs ou à des systèmes qui étaient beaucoup plus performants que nous. Et c'est grâce à notre échange et nous avons profité les uns des autres, puisque chacun apportant ses talents, la société s'est améliorée. Donc, l'isolement, ce n'est pas vivable pour un individu, pour un être humain. On y reviendra tout à l'heure. L'échange et la coopération spontanée sont naturels à l'individu, sont naturels à l'homme. Si l'homme n'échange pas, comme je disais tout à l'heure, l'homme est mort, l'homme n'existe pas. L'humanité ne peut se concevoir sans échange. Les êtres humains ne sont pas des pièces juxtaposées comme des pièces d'un échec qui ne communiquent pas les unes avec les autres, qui n'ont aucun échange les unes avec les autres, avec un joueur d'échecs au sommet. C'est pas ça l'humanité. Les hommes échangent tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'échange, c'est l'économie politique. C'est la société tout entière. Il est impossible de concevoir une société sans échange, ni un échange sans société. Dans le chapitre des harmonies économiques, qui est consacré à l'échange, c'est ce que Bastiat écrit.
Et ça, c'est important parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Quand on nous dit qu'il faut sacrifier l'économie à la santé, on se rend compte que ce n'est pas possible. Tout est extrêmement lié. S'il n'y a pas d'économie, l'économie c'est l'échange c'est la vie. Si vous, si vous ne vivez pas, s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la santé. Vous ne pouvez pas sortir de cette mode de réflexion sans tomber sur des contradictions. L'avantage de la pensée de Bastiat, c'est qu'elle est cohérente. Et il explique. La vraie puissance de l'échange, ce n'est pas que ça implique deux gains, ce n'est pas que celui qui cède considère qu'il cède du superflu pour acquérir quelque chose qui lui est nécessaire. Pour lui, l'échange libre consiste à faire un meilleur emploi du travail, un meilleur emploi des facultés, des agents naturels ou des capitaux. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'échange libre, il y a plus à échanger. Ça veut dire qu'il y a de la richesse qui a été créée. Plus les hommes échangent, plus ils ont à échanger, plus il y a de la richesse à créer. Et il ajoute, dans l'isolement, nos facultés dépassent nos besoins. Dans l'état social, nos facultés, dans l'isolement, nos besoins dépassent nos facultés. Dans l'état social, nos facultés dépassent nos besoins. C'est ce qu'on appelle l'abondance. C'est ce qui fait s'étouffer les Verts actuellement, parce que nous sommes dans une société d'abondance. Ils aimeraient bien qu'on soit dans une société de rationnement, mais non. Grâce à Bastiat et grâce à l'échange, nous sommes dans une société d'abondance. Alors, dans la France d'aujourd'hui, je vais prendre 4 exemples d'atteinte aux droits naturels, de ce que sont devenus les droits naturels. Alors, j'ai pris des exemples d'actualité. Le premier exemple que j'ai pris, c'est la dette et les impôts et le déficit. Alors, la dette et le déficit, je les ai pris parce qu'ils ont connu un accroissement spectaculaire récemment à cause de la crise qu'on a faussement appelée crise du coronavirus, mais qui en fait est une crise qui nous a été imposée, provoquée par le gouvernement quand il a confiné tout le monde de manière totale, tout le pays. Bon. La crise a été une crise délibérée. Le coronavirus, il est pour rien. Lui, c'est une bestiole. Il nous a donné une épidémie comme l'humanité en a connu bien d'autres et comme elle en connaîtra sûrement d'autres. Je ne veux pas vous porter malheur, mais il est possible qu'un jour on en connaisse des plus terribles. Et quand on voit comment le gouvernement réagit ou comment la société réagit aujourd'hui face à cette épidémie, on peut s'inquiéter pour l'avenir. On avait fait une conférence, Daniel s'en souvient, au cercle Frédéric Bastiat, une conférence sur la résilience après les actes terroristes. On peut considérer que la manière que le coronavirus et la manière dont nous avons réagi est un très bon test sur la résilience de nos sociétés, en particulier la société française. Après, on peut s'en inquiéter, parce que la résilience n'a pas été terrible. Donc, si les anciens nous ont légué, en France en particulier, on est très très fiers, et avec raison, la liberté. Et cette liberté a été payée au prix du sang. Ça veut dire qu'ils sont battus. Nous, qu'est-ce que nous léguons à nos enfants et à nos descendants? Nous leur léguons la dette, 40 000 euros par nouveau-né. Valentine ne le sait pas encore, elle a 40 000 euros, elle doit 40 000 euros. Voilà. On doit la dette, on doit des déficits. Et pourquoi? Parce que c'est nous qui avons contracté ces dettes-là et nous n'avons pas assumé la responsabilité. Si l'État avait été logique, il aurait dû augmenter les impôts ou diminuer les dépenses. Alors diminuer les dépenses, c'est pas faire. Augmenter les impôts, c'est plus sa solution. Mais bref, nous aurions payé, notre déficit et nos petits-enfants n'auraient pas eu à en supporter les conséquences. Donc nous aurions assumé, nous, la responsabilité de nos actes. Les États appellent cela la solidarité intergénérationnelle. Je ne vois pas ce qu'il y a de solidaire à imposer à nos petits-enfants de payer nos dépenses. La solidarité intergénérationnelle, ça veut dire en fait que pour que ça continue à fonctionner, nous devons, nos petits-enfants doivent payer nos dépenses, mais ils doivent avoir l'assurance qu'ils pourront continuer à voler leur descendance, c'est leurs enfants et les petits-enfants, pour payer la leur. Donc en fait, la solidarité intergénérationnelle, ce n'est rien d'autre qu'un vol permanent d'une génération sur une autre. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout la pensée de Bastiat. Il faut savoir aussi que notre déficit budgétaire existe depuis 1974, que le déficit était prévu début 2020 à 93,166 milliards, et que grâce à l'extraordinaire politique clairvoyante de nos gouvernants, le déficit est prévu à 222,4 milliards.
Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les ressources, les véritables ressources nettes du budget général sont de 250,667 milliards. Ce qui veut dire que nous n'avons aucune dépense qui est financée. Tout est passé dans le déficit. Il doit y avoir 20 milliards d'euros de différence, quoi, donc c'est très peu. On n'a pas de sous pour payer notre fonctionnement. Alors, peut-être que les économistes vont trouver que c'est une extraordinaire réponse à la crise dans laquelle nous ont plongé le gouvernement, mais bon, Bastia, lui, ne serait pas d'accord, parce que Bastia, il dit, chacun est responsable de ses actes, vous devez payer vos dettes, et ce n'est pas aux autres de les payer. Ça, c'est la base. Donc tout cela est relativement irrationnel. Alors après, ça va être fini, puisque vous savez que les Européens sont réunis, ils ont joué au bonneteau pour savoir qui s'équiperait le plus, qui s'équiperait le moins. Et puis Macron était content, de toute façon il est toujours content, voilà, parce qu'il a reçu 40 milliards, il a garanti je ne sais pas combien. Alors j'attire votre attention sur le fait que c'est quand même une perte de souveraineté française, puisque c'est une commission de chefs d'État et une Europe qui va décider de vous imposer davantage, parce que vous inquiétez pas, un jour il faudra les payer, c'est cela. Et c'est une nouvelle dette. Alors c'est assez rigolo parce que quand ils disent mais non, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à payer, parce que c'est européen. Mais si on vous disait mais non, vous inquiétez pas, on a contacté une dette auprès des Martiens, vous ne les croiriez pas. Et là on vous dit vous êtes les Européens, donc il y a des gens qui croient qu'on va payer. Mais non, les Martiens ne paieront pas et les Européens non plus, c'est nous qui allons payer. Alors, nous allons dire maintenant la deuxième conséquence, la deuxième atteinte aux droits, liberté, aux harmonies économiques et aux droits naturels, liberté, propriété, personnalité. Et je vais vous parler du capitalisme de connivence. Le capitalisme, alors quand on regarde un dictionnaire, le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. Mais ce n'est pas que ça, parce que le capitalisme de connivence, c'est aussi la propriété privée des moyens de production. Mais il y a une complicité malveillante, malfaisante, entre l'État et ces capitalistes-là. Parce que ces capitalistes-là considèrent qu'il est plus facile d'obtenir de l'État des lois pour leur donner des privilèges, des normes, des droits de douane, etc., pour empêcher une concurrence de venir leur tailler les croupières. En gros, ils refusent de fournir le meilleur service aux gens, ils préfèrent et que ce service soit soumis à concurrence. S'il y a une concurrence sous un meilleur service, c'est lui qui gagne parce que nous sommes libres de choisir. Là, non. Ces capitalistes-là s'acoquinent avec l'État, l'État leur fait des lois, la concurrence disparaît, et ce sont les individus qui paient. Donc, Bastia vous a dit la concurrence et la liberté. Non, la liberté est bafouée, notre propriété est bafouée parce qu'on va payer plus cher des produits qu'on n'aurait pas dû payer aussi cher. Et non seulement ça, notre projet de vie est atteint parce que à partir du moment où on est contraint de dépenser plus d'argent pour quelque chose, on est obligé de faire des sacrifices ailleurs. Et si notre projet de vie a prévu ce que vous voulez, et bien ce que vous voulez peut être altéré par ce genre de capitalisme de connivence. Le capitalisme, pour s'approcher de Bastia, c'est un innovateur, un entrepreneur, quelqu'un qui va se demander quel meilleur service puis-je rendre à mes semblables, comment puis-je rendre service à autrui pour que je puisse en garder ou en gagner le profit maximum. Si je rends le bon service, les gens vont l'acheter, j'aurai mon profit. Si je ne rends pas un bon service, je perds mon capital, ma responsabilité, ce que j'ai voulu, parce que les gens auront trouvé un meilleur service ailleurs. Ça c'est le vrai capitalisme. Le capitaliste trouve un moyen de rendre service à la population. Si son service est adopté, il n'y a pas besoin de loi, vous allez l'acheter. Si son service est adopté, c'est bon pour lui, il a du profit. Il ne faut pas croire que le profit est malsain. Il ne faut pas croire non plus que l'intérêt personnel est malsain. Vous agissez tous par intérêt personnel, quel qu'il soit. Même le père de Foucault, dans son Ermitage, agissait par son intérêt personnel. C'était son projet de vie. C'est sûr, ce n'est pas le mien, ce n'est pas le vôtre. Et ça, chacun a son projet de vie. Bref.
Dans les cas des entreprises, on peut citer quelques exemples. Par exemple, vous avez l'éolien. Alors l'éolien, il y a des lois spécifiques qui ont été faites pour piquer l'argent des Français, sur votre facture d'électricité par exemple ou ailleurs, pour le donner directement à des industriels. Ils n'ont même pas eu besoin d'affronter la concurrence, ils n'ont rien eu à faire. Ils ont dit, moi je fais de l'éolien, tiens les sous, et ils nous ont construit quelque chose. Alors, l'éolien n'est ni utile, ni beau, ni écologiste, ni rentable, et la technologie n'est pas mûre. Je pense que sur ce constat-là, on est d'accord. Avec ces 5 éléments, n'importe quel entrepreneur ne se serait jamais lancé à l'aventure, ou alors il aurait cherché en disant comment je peux améliorer mon projet, comment je peux le rendre plus rentable, comment je peux rendre meilleur service. Là, même pas la peine. L'État vous vole, il donne des sous industriels de l'éolien, et eux, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est planter les éoliennes. Donc, votre argent a été détourné directement dans la poche des industriels de l'éolien. Je crois que dans un exemple de spoliation légale, je crois qu'avec ce type d'exemple, on a atteint un summum. Parce qu'en général, il y a des circonvolutions particulières. Un entrepreneur ou un grand industriel obtient un droit de douane, obtient une norme qui va faire que la concurrence ne pourra pas le faire. Là, non. Là, on prend votre argent dans nos éoliennes, ils sont contents. Après, vous avez alors un autre dont je vais vous parler aussi, c'est le vaccin contre le coronavirus. Alors, le vaccin contre le coronavirus, on en parle beaucoup. Les États ont déjà préempté ou préfinancé en quelque sorte des travaux auprès d'entreprises. Il faut savoir que le vaccin, un des vaccins qui est actuellement en tête, est un vaccin qui coûte entre 50 et 60 euros la dose. Il faut faire 2 injections chaque année, parce qu'on ne connaît pas l'immunité, on ne sait pas quelle immunité ça va proposer, ce qui veut dire que tous les ans, on vous invitera à dépenser entre 100 et 110 euros. Et après, on comprend pourquoi qu'une boîte de 30 cachets à 4,17 € n'intéresse personne. Et surtout pas les États, parce que dans le capitalisme de connivence, eh bien, l'industrie pharmaceutique a besoin de l'État en disant non, vous allez me casser l'hydroxychloroquine, et puis vous allez dire qu'il faut tous vous vacciner. Et si vous ne voulez pas vous vacciner, on vous oblige à vous vacciner. Il suffit de regarder Bill Gates et Ferrand. Vous avez les deux. Vous avez le capitaliste et vous avez l'État. Donc, dans ces cas-là, on se retrouve avec une situation qui est absolument catastrophique. Je ne vais pas vous parler du vaccin sur le coronavirus, parce qu'il y aurait aussi beaucoup à dire. Ni sur le coronavirus, j'en reviendrai un petit peu à la fin, mais bon, enfin. Alors, en fait, avec ce capitalisme de connivence, les gens confondent l'entrepreneur et le prédateur, celui qui va récupérer une partie de la spoliation légale, c'est une partie de ce que l'État vous confisque, ou de ce que l'État ou des règles que l'État modifie dans son sens, à son profit. Le véritable entrepreneur, c'est celui qui prend des risques, c'est celui qui innove, c'est celui qui rend service, mais ce n'est pas ce type-là. On peut être ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'en France, nous avons un capitalisme de connivence qui est très développé, puisque nous avons des grandes écoles. Les grandes écoles sont très imbriquées dans la grande administration, ils ont des grandes administrations, et c'est rare les personnes issues des grandes écoles qui ont vraiment un esprit capitaliste, qui ont vraiment un esprit libéral. Il y en a heureusement dans cette salle, mais tout le monde n'a pas ça. Et les Français confondent tout ça. Ils confondent l'entrepreneur et le capitalisme de connivence. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ça nuit aux consommateurs. Parce que Bastiat, quand il a fait ses travaux, il a mis en avant le rôle du consommateur. Au final, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est toujours le consommateur qui paie et qui supporte. Il va supporter les normes et il va supporter les coûts. Donc, c'est toujours lui qui supporte. Si vous voulez un autre exemple de loi qui favorise une partie, vous avez la loi, par exemple, qui s'appelle Agriculture-Alimentation. Dans la loi Agriculture-Alimentation, l'État a décidé de favoriser les producteurs agricoles, au détriment des consommateurs. Puis l'État a dit, il est normal que les producteurs agricoles, les agriculteurs, gagnent bien leur vie, gagnent décemment leur vie, en fonction de leur travail. Ce qui est logique et normal. Le problème qu'il y a, c'est, est-ce que c'est à l'État de piquer de l'argent à quelqu'un pour donner aux agriculteurs?
C'est à la base du problème pour Bastia. Hein. C'est pas que les agriculteurs gagnent décemment leur vie, c'est normal. Dans un système libre, vous avez absolument le droit de payer à un producteur le prix que vous voulez, même un prix élevé, si ça correspond à votre philosophie, à votre morale, etc. Vous avez le droit de vous organiser librement dans une AMAP ou dans ce que vous voulez pour pouvoir acheter des produits que vous trouvez de meilleure qualité au prix qui est convenu à l'agriculteur. Ça, c'est l'échange libre. Mais quand un gouvernement dit « c'est moi qui ai fixé les prix, c'est moi qui vais, avec la loi, vous imposer sur cela », votre projet de vie est détruit, votre capital est entamé et votre liberté ne fonctionne plus. On remarquera quand même que cela n'empêche pas les agriculteurs de tirer la langue. Donc, ce n'est pas l'intervention de l'État au profit d'un secteur ou d'un producteur qui va le sauver. Ça va à la fois porter atteinte au consommateur, de toute façon lui il se retrouvera le bec dans l'eau, et le producteur n'en tirera pas un grand bénéfice parce que de toute façon lui il ne s'adaptera pas et il va continuer à faire ce qu'il avait avant. Dans ce système de production, on mélange ce qui est la morale, la responsabilité individuelle, le choix individuel, avec la loi. La loi n'a pas... vous pouvez très bien trouver que c'est moral de payer un produit au prix que vous voulez, c'est votre choix, c'est moral. Mais l'État n'a pas à se mêler de ça. On ne peut pas obliger les gens à avoir une moralité extraordinaire. On peut les obliger à rester justes, c'est-à-dire tu ne voleras pas, par exemple. Mais on ne peut pas les obliger à avoir une morale extraordinaire. Chacun, en fonction de sa vie, de son éducation, il s'est bâti une morale. On peut la juger bonne, on peut la juger mauvaise. C'est une autre question. Mais le côté moral, c'est bien que les agriculteurs, par exemple, je dirais que les agriculteurs, c'est bien que les producteurs quelconques trouvent un prix digne d'un travail, c'est bien, c'est vrai. Mais c'est la responsabilité, c'est leur responsabilité et c'est la responsabilité du consommateur, en échangeant librement, de trouver un fonctionnement qui satisfasse tout le monde. Si vous regardez l'avantage que peut en retirer l'État, c'est que par ce type de loi, par ce capitalisme de connivence, l'État achète des clientèles. D'abord, vous ne trouverez jamais l'État qui va vous dire « j'agis pour le mal des gens ». Il va vous dire « j'agis pour le bien des gens, j'agis pour votre bien, j'agis pour le bien des agriculteurs, parce que c'est normal ». Et de prime abord, c'est vrai, c'est normal, c'est bien que les gens gagnent bien leur vie. En Suisse, ils gagnent très bien leur vie, mieux que chez nous, mais la société suisse est beaucoup plus libre. N'est-ce pas, Gérard? On se retrouve dans des situations où la société s'appauvrit, parce qu'à force de voler les uns au profit des autres et vice-versa, pour acheter des voix pour être élu, ou d'acheter des clientèles, on appauvrit tout le monde. Bastia vous a dit, ça détruit ce qu'on appelle les incitations productives. Ça veut dire que personne n'est incité à se décarcasser pour améliorer ses conditions de vie en rendant un meilleur service à son prochain. Ce capitalisme de connivence fait que les gens sont peut-être plus intéressés. Je te donne mes voix, tu me donnes un avantage, plus que par je vais travailler vraiment à améliorer la condition humaine. Et ça, c'est important. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut analyser et regarder le fonctionnement de l'économie de notre pays de manière très différente. Nous allons arriver maintenant dans la liberté. Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Je vais vous citer ce que dit Bastia. Bastia dit « Chacun de nous tient certainement de la nature, de Dieu, le droit de défendre sa personne, sa liberté, sa propriété, puisque ce sont les trois éléments constitutifs et conservateurs de la vie, éléments qui se complètent l'un par l'autre et ne peuvent se comprendre l'un sans l'autre. » Ça, c'est important. Ça veut dire que si vous détruisez la liberté, vous détruisez la propriété. Si vous détruisez la personnalité, vous détruisez la liberté. Vous ne pouvez pas toucher à l'un sans toucher les autres. Ils sont soudés. Chaque homme a le droit de défendre, même par la force, sa personne, sa liberté, sa propriété. Puisque, à ce moment-là, plusieurs hommes ont le droit de se concerter, de s'entendre et d'organiser une force commune
pour pouvoir régulièrement cette défense. Alors, quand on est après le confinement, la presse a beaucoup titré sur l'ensauvagement, les viols, les agressions, tout ce qui s'était passé, les émeutes, parce qu'après ce qui s'est passé à Paris, après le match Paris Saint-Germain, ça se confine à l'émeute. Bon. Ça, c'est les faits, ce n'est pas un sentiment, c'est les faits. Même Bayonne, qui est une ville tranquille, a été marquée, puisque nous avons assisté, il y a eu ce pauvre chauffeur qui a été sauvagement massacré dans notre bus, Philippe Anguillot. Tout est touché, tout le monde est touché. Alors, dans les sociétés comme la nôtre, nous avons transféré, délégué notre défense à l'État. L'État n'est pas performant. Il faut savoir une chose, il faut savoir que la liberté, la propriété, la personnalité vous appartiennent. Vous avez le droit de les défendre. Ce n'est pas l'État qui vous délègue le droit de défendre votre liberté, votre propriété, votre personnalité. C'est vous qui déléguez à l'État une partie de votre pouvoir pour qu'il vous protège, mieux que vous pourrez faire tout seul. Si l'État est défaillant, vous reprenez automatiquement votre droit, même pas le reprendre automatiquement, d'ailleurs il s'impose de lui-même. Et si tout seul vous n'y arrivez pas, vous avez le droit de vous organiser avec les personnes de votre choix pour organiser votre sécurité. Alors il est évident que quand on parle que si les gens connaissent Bastia, et quand quelqu'un parle comme ça va donner des boutons à beaucoup de monde. Mais quand on regarde le fonctionnement de notre société, comment nos libertés, comment nos propriétés, comment nos personnes sont maltraitées, vous êtes obligé de vous reposer la question de la légitime défense. Il faut reprendre ce problème à bras le corps et bien le remettre à plat. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'État défend beaucoup plus son intérêt, ses droits à lui, que les vôtres. Les atteintes aux biens aux personnes, il s'en fiche un petit peu. Par contre, tout ce qui enfreint un droit artificiel, par exemple, je ne sais pas, vous voudriez vous assurer où vous voulez plutôt que vous assurer à la sécurité sociale, paf, vous tombez sous le coup de la loi. Et là, vous en prenez pas la tête. Vous roulez à 51 à l'heure, à 51 radars, paf, la dame devant, elle n'a pas le masque comme il faut. Elle l'a sous le nez. Paf, 135 €. Et voilà. Ça, l'État, il sait faire. Mais par contre, si vous êtes agressé dans la rue, on va vous regarder, il va dire, regardez, qui c'est que vous agressez? Ah, on ne va pas dire son nom. Donc, on va passer à côté. Et ça n'a pas avancé. Parce que l'État va calculer, là j'ai tant de voix, là j'ai tant de voix, comment ça se passe? Et puis, alors, c'est la responsabilité complètement diluée, n'existe plus, c'est une suite de renoncement. Et quand on regarde l'insécurité, à un moment ou à un autre, on va aborder le problème de l'immigration. Alors il y a une chose importante pour Bastia et pour les libéraux, c'est que la mobilité, comme on dit, est un droit inaliénable. Vous avez absolument le droit d'aller où vous voulez, donc migrer est un droit absolument inaliénable aussi de n'importe quel être humain sur la planète. La seule chose qu'il y a, c'est que cette liberté, ce droit, se comprend et ne peut exister que dans le respect des droits naturels qui sont liberté, propriété, responsabilité et personnalité d'autrui. Ça veut dire que vous avez le droit de vous déplacer, vous avez le droit d'émigrer, mais la personne a le droit de vous dire non. Dans un système libéral, l'immigration, les déplacements des personnes sont soumis au droit naturel. Et je vous conseille à ce sujet de lire Libéralisme de Pascal Salin. Et dans Libéralisme, vous avez un chapitre qui consacre à l'immigration selon les libéraux. Et vous verrez qu'il explique très très bien qu'une personne peut absolument circuler là où elle veut, mais là où on veut bien l'accueillir. Ce qui veut dire que pour Pascal Salin et pour beaucoup de libéraux, le problème de l'immigration que nous avons, c'est un problème d'immigration d'État. Ce n'est pas un problème d'immigration d'individus. C'est l'État qui va décider en masse. Il prend un nombre.
légaux, illégaux, et de toute façon, après il régularisera parce que il peut pas, il est dans sa logique, il est coincé. C'est pas les gens, et l'État va imposer aux gens un certain nombre de choses. Après, on s'étonne que les Français, les habitants de la France râlent ou contestent, mais il ne faut pas s'étonner parce que l'État leur impose. Ils ne choisissent pas. Ils ne peuvent pas exercer leur droit naturel qui est de dire c'est ma propriété, c'est ma vie, je peux dire non. Si quelqu'un, alors, quand on regarde les sondages et quand on regarde toutes les personnes qui disent tant de pourcents de Français sont favorables à l'immigration, je peux vous dire qu'appliquer en droit naturel, ça ne poserait aucun problème pour accueillir toute la misère du monde. Il y a tellement d'individus qui sont prêts, ben, accueille. Mais ça aussi, c'est de la morale. Si quelqu'un ne veut pas, ben, accueille pas. On peut trouver que c'est complètement immoral, de la méchanceté pure de ne pas accueillir une personne en détresse parce qu'il y a la guerre dans son pays, je crois tout à fait, mais si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Si la personne veut, elle accueille. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui est beaucoup plus, comment dire, apaisée, puisqu'on n'impose pas à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, et il n'abandonne pas son projet de vie. Alors là aussi, c'est sûr que si on raconte ça dans le contexte actuel, on va se retrouver avec des gens qui auront encore plus de boutons. Mais bon, on est quand même obligé d'expliquer les choses. Quand on regarde le droit naturel, on est bien obligé de regarder comment ça se passe dans la vérité, dans la vraie vie. Et le dernier événement dont je voudrais vous parler, c'est cette fameuse épidémie que nous avons rencontrée, qu'on appelle la Covid-19, coronavirus infectious disease 2019. Peut-être que nous aurons le Covid-20, peut-être que nous aurons le Covid-21, mais pour l'instant, nous sommes au 19. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que cette épidémie, la crise que nous vivons n'est pas liée au coronavirus. Lui, c'est une bestiole, il ne sait même pas qu'il existe, par contre, nous savons qu'il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que l'État porte atteinte tout à vos droits naturels. Vous ne pouvez pas éduquer vos enfants comme vous voulez. Vous avez une machine énorme qui s'appelle l'éducation nationale. Vous ne pouvez pas vous assurer votre protection de retraite comme vous voulez. La retraite est une retraite obligatoire pour l'État par répartition. Vous ne pouvez pas choisir les soins que vous voulez. Vous avez la sécurité sociale, vous avez l'URSSAF si jamais ça ne passe pas, qui vous tombe dessus. Bref. Mais grâce à SARS-CoV-2, l'État a pu aller encore plus loin. Il vous a confiné chez vous. Il a mis une loi parce qu'il s'appelle l'état d'urgence sanitaire. Et grâce à cette loi, il vous a enfermé chez vous, assigné à résidence. Vous n'aviez commis aucun délit, hein. Vous ne savez rien, en prison. Aucun envahisseur, même les Allemands en 40, hein. Ils n'ont pas réussi à faire ça. Un État élu, démocratique, il a dit, psst, tous à la maison, ne sortez pas. Et les gens ont dit oui. Bon. Ça, c'est une atteinte gravissime à notre liberté et ça n'a pas provoqué de réaction extraordinaire et je trouve que c'est une catastrophe. Quand je disais que la résilience de la population, du peuple français, de notre société, avait été testée par le coronavirus, et bien je peux vous dire que ce test-là est un test qui est très inquiétant. Bref, surtout quand on regarde notre Constitution, dans le préambule de notre Constitution, nous avons la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et qui dit les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Ben, je peux vous dire que le gouvernement s'est assis dessus, mais alors magistral. Quand nous avons détruit la liberté, on peut se dire ça a été meilleur, on a sauvé des vies. Même pas. Si vous regardez bien la manière dont le confinement a été présenté, le confinement a été présenté non pas pour sauver des vies, mais pour éviter la surcharge des hôpitaux. En fait, l'objectif était de décréter les pics épidémiques. Au lieu de faire comme ça, ils faisaient comme ça. Pour que les services d'hôpitaux ne soient pas surchargés. Sauver des vies, ce n'était pas le but. D'ailleurs, ça n'a pas sauvé. Quand on regarde les statistiques des gens qui ont été les pays où ils ont confiné, la mortalité, la surmortalité pendant l'épidémie a été importante. Alors c'est assez facile à comprendre. Hein. Vous enfermez les gens chez eux, vous enfermez les malades et les bien portants, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité, mais là on l'a fait. Donc c'est sûr que vous allez contaminer tout le monde. Et puis vous contaminez tout le monde en phase épidémique. C'est pas en phase actuellement, l'épidémie n'existe plus, c'est pas maintenant. C'est quand le virus est bien costaud, bien agressif, que vous confinez les gens malades et pas malades. Donc, après, les masques, vous n'avez pas, donc vous dites qu'il n'en faut pas. Vous envoyez les soignants,
à proximité des gens, vous contaminez les soignants vont contaminer d'autres personnes. Une partie de la contamination est liée aux soignants. Alors, corps défendant, les soignants sont décédés, mais d'autres personnes, ça a entraîné des conséquences dramatiques. Donc, ensuite, l'État français, première fois, alors on paye tous la sécurité sociale, je pense. La sécurité sociale vous a dit, vous serez tous soignés en fonction de vos besoins, ne vous préoccupez pas des sous. Alors ça, il ne faut pas le croire, parce que déjà, si vous avez mal aux jambes, les myontoniques, vous n'avez pas droit. Mais là, c'est pire. Là, c'est pire. Il y a un produit qui s'appelle hydroxychloroquine, j'en ai parlé, il coûte 4,17 € la boîte. L'État français a interdit aux Français d'être soignés avec ce produit en début d'épidémie. Il a interdit aux médecins de le prescrire et il a interdit aux pharmaciens de le délivrer en début d'épidémie. Ça ne s'est jamais vu sur la planète. Il y a des pays qui recommandent ou qui ne recommandent pas, mais il n'y a aucun pays qui interdise. Donc vous payez votre merveilleuse sécu, l'État vous dit, faites K dans le livre de la jungle, Mowgli, K et confiance. Faites-moi confiance, je vais vous soigner. Il y a un médicament, il dit non, je t'interdis de le prendre. Et toi, je t'interdis de le prescrire. Et toi, je t'interdis de le délivrer. Et après, on s'étonne qu'il y ait des conséquences dramatiques. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que l'épidémie repart, alors qu'elle ne repart pas, parce qu'on confond des cas, des tests positifs et des malades. Ça n'a rien à voir. Une épidémie, il faut des malades. Si vous n'avez pas de malade, vous n'avez pas d'épidémie. Et si vous voulez vraiment casser l'épidémie, on dit il faut détecter, d'accord, tracer, d'accord, isoler, spécifiquer, pardon, d'accord. Ça ne se faisait pas en mars. Maintenant, ça se fait à peu près. Et il faut surtout traiter. Moi qui suis médecin, le rôle des médecins, c'est de traiter. Si vous ne traitez pas, vous n'arriverez à rien. Donc, ça ne sert à rien de masquer les gens, de les isoler, si on ne traite pas. Et comme on ne veut pas le traiter, on est mal parti. Par contre, Véran peut arriver en disant l'épidémie est gravissime. Voilà. Je ne vous soigne pas, mais l'épidémie est gravissime. Donc, cherchez l'erreur. Bref. La valeur suprême de l'humanité, ça a toujours été la liberté. La liberté, vous pouvez vous défendre vos propriétés. Alors, si quelqu'un vient chez vous, vous pouvez mettre un coup de fusil, un coup de poing, vous irez en prison après parce que l'État a mal fait, mais c'est comme ça, vous pouvez vous défendre. Si on vous attaque, si on attaque ma femme, c'est pareil, il s'en prend une. Cela dit, si on vous dit il faut défendre la liberté, de tout temps, dans tous les siècles, dans toutes les civilisations, c'est un élan transcendant. La défense de la liberté, ça soulève les foules. Actuellement, vous avez un État qui vous brise votre liberté, ça ne soulève personne. Et je trouve que c'est un élément dramatique en ce qui concerne l'état psychologique des populations occidentales et des populations françaises en particulier. Voilà. Pour Bastiat, la liberté, c'est la vie. Vous n'avez pas de vie si vous n'avez pas de liberté. Je cite, la personnalité, la liberté, la propriété sont les éléments constitutifs et conservateurs de la vie. Vous n'avez pas de liberté, vous n'avez pas de propriété, vous n'avez pas de vie. Détruire la liberté d'agir, c'est détruire la possibilité et par la suite la faculté de choisir, de juger, de comparer, c'est tuer l'intelligence, c'est tuer la pensée, c'est tuer l'homme. Donc, c'est votre humanité même qui est mise en cause quand on porte atteinte à votre liberté. En gros, quand on dit la santé, c'est plus important que l'économie c'est la vie c'est la liberté. Si vous dites la santé est plus importante que la liberté, ça veut dire ça m'est égal d'être vivant, je veux être non mort dans une société stérile et aseptisée, mais ma liberté, ça m'est égal. On sait plus ce que c'est vivre. Embrasser ses grands-parents, ses parents, ses enfants, ses petits-enfants, ça passe à la trappe. Échanger avec le reste de la population, ça passe à la trappe. Nous sommes des non-morts. On nous considère comme des non-morts, mais pas comme des vivants, parce que notre projet de vie, notre convivialité, notre vie sociale, comme dit Bastiat, dans l'isolement, l'homme n'existe pas, il est mort. Notre vie sociale n'existe pas. Donc, nous ne sommes plus des êtres vivants. L'État fait de nous des êtres non-morts, aseptisés, stériles. Bon, ce n'est pas un objectif de vie, ce n'est même pas un objectif civilisationnel. Je ne sais vraiment pas où va notre civilisation. Bref. Alors, si vous voulez que je dise plus de mal de ce que je pense du traitement de l'épidémie, vous pouvez venir m'écouter le 24 novembre à l'Université du Temps Libre. Et nous en arrivons à la conclusion. La conclusion est très simple. Les pays les plus prospères
sont ceux qui respectent le plus la liberté, la propriété et la personnalité. Il y a un index qui s'appelle l'Index of Economic Freedom. Regardez, les pays les plus prospères sont ceux-là. Plus vous respectez les droits naturels, vous avez l'abondance, il y a plus à échanger. Donc vous avez l'abondance et la prospérité. Deuxième chose, les pays qui ont le mieux géré l'épidémie sont les pays qui ont respecté le mieux les droits naturels de leurs citoyens. Ils ne les ont pas confinés, ils les ont soignés, et ils les ont laissé la liberté d'agir. Parce qu'ils les ont considérés comme des êtres humains responsables. Alors, l'un et l'autre ne sont pas corrélés. Par exemple, l'Angleterre est un pays qui est libre, puisqu'elle est 7e dans le classement de la liberté économique, mais par contre, elle a géré la crise comme une savate. Le Portugal ou la Grèce, par exemple, qui est 100e en liberté économique, ils ont beaucoup mieux géré la crise que nous, parce qu'ils ont mieux pris en charge la population, mieux respecté. Et ils sont 100e, mais ils ont fait mieux que nous, qu'ils sont 4e. Bref. La liberté économique engendre la prospérité. La liberté économique ne garantit pas qu'en cas de crise, l'État respectera votre liberté, votre propriété et votre personnalité. Le troisième point qui est important, c'est que, je vous dis, l'économie, c'est la science des échanges. Les échanges, c'est la vie. Si vous oubliez ça, vous êtes un non-mort. C'est votre choix, c'est pas le mien. L'État, par cette intervention, détruit ce que Bastiat appelle l'harmonie économique, l'harmonie sociale. L'État, c'est la spoliation légale, il prend aux uns, il donne aux autres, il interdit aux uns, il autorise aux autres, etc. L'État, dernière citation, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. La conclusion, c'est que, ce que je vous ai dit au départ, ne cherchez pas l'unanimité, ne cherchez pas à contraindre les gens à penser comme vous, considérez-les pour ce qu'ils sont, des individus uniques, libres, responsables, propriétaires de leur vie, et qu'ils ont intérêt à échanger avec vous, que vous avez intérêt à échanger avec eux. Ça s'appelle l'harmonie économique. Tous les intérêts légitimes sont harmoniques, c'est ça l'enseignement final de Bastiat, et c'est sur ça que je m'arrête. Merci.